Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des jeux sur l'hôtel. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo, que j'avais pas présenté de jeu, etc. ou d'unboxing. Et dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'un jeu qui me tenait à cœur là depuis quelques temps. Et j'ai nommé Castle Eater, The Strangest Battle of World War II. Un jeu de chez Denverson Games, DVG. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, non pas un unboxing, enfin, pour voir le contenu, même si on va le voir quand même, mais surtout une première partie pour la mise en place. Une première vidéo où je vais vous montrer comment le jeu se met en place. Ça sera l'occasion quand même de voir le matériel, d'en parler un petit peu. Et ensuite, un petit peu plus tard, je tâcherai de faire, une fois la mise en place faite, je tâcherai de faire une partie de démo pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de la mécanique qui se cache derrière. Et donc vous faire un avis sur l'intérêt que vous pourriez porter à ce jeu ou pas. Donc c'est parti, on ouvre la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc déjà, moi c'est une des raisons, je dirais c'est un des premiers points qui m'avait frappé quand j'ai vu des vidéos. C'était le plateau, que je trouve plutôt bien fait. Très grand. Très grand plateau. Je ne sais même pas si je vais pouvoir le cadrer. Si, voilà. Donc, un très grand plateau. Alors, j'en ai pas parlé en introduction, mais qu'est-ce que c'est que Castle Eater? C'est un épisode de la Deuxième Guerre mondiale assez singulier, puisque... alors j'ai pas les dates en tête, je suis pas du tout un expert de cette époque-là, mais il s'avérait que dans ce château de Iter, il y avait des soldats français qui étaient prisonniers, et pour des raisons qui m'échappent encore, même si je l'ai lu, il y a eu une alliance assez improbable entre les Français, des Alliés, américains notamment, mais également des Allemands, des SS, pour sauver ces prisonniers et donc pour aider à s'évader tous ces alliés. Voilà, donc c'est vraiment un épisode assez particulier de la Seconde Guerre mondiale. Je vous invite vraiment à vous renseigner là-dessus parce que c'est vraiment intéressant comme événement qui a pu se produire, micro-événement qui a pu se produire pendant ce conflit. Alors donc on a un grand plateau, un très grand plateau où on va retrouver donc le fameux château, ici, voilà, avec des cases où on va pouvoir déployer nos personnes, nos soldats, des cases ici. Ici on a les cellules où démarrent d'ailleurs tous les soldats français qui sont prisonniers donc au début. Ici on a Beesothen Jenny qui est un tank mais également un buisson ici et une mitrailleuse, il me semble, une 76 mm. Et ici on a The Gatehouse qui est un endroit où est également située une mitrailleuse, il me semble, M1919 à 4, ou alors c'est un tank, je ne sais plus. Parce que là on voit clairement le tank. Là, je ne sais pas exactement. Au niveau de la traduction, je ne sais plus exactement ce qui a été dit dans la règle. Bref, toutes ces zones entourées de rectangles blancs sont les positions qu'il va falloir défendre, dans lesquelles on déploiera au fur et à mesure, notamment au début de la partie, dans lesquelles on déploiera donc non pas nos unités, mais nos soldats, nos personnes, nos héros. Voilà. On a ensuite tout un tas de 11 points numérotés, 11 gros cercles numérotés, donc de 2 à 12 dans le sens horaire. Et ce sont par ces points-là que les unités allemandes, les ennemis, vont arriver au fil de la partie. Et on a un chemin, donc je peux vous le dire tout de suite, au fur et à mesure que... Donc au début du jeu, il y aura des unités partout sur ces cercles-là. Et au fur et à mesure que les unités ennemies vont entrer en jeu, elles vont pousser un peu plus vers le château.
les unités ennemies déjà placées par ces chemins-là qu'on a là. Clac, d'accord. Et donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dès lors qu'une unité ennemie entre dans le château par le jeu de cette poussée, eh bien la partie est perdue. Voilà. Alors on voit aussi qu'il y a des différentes couleurs sur ce plateau. Vert ici, jaune, on va dire rouge ici, violet là-bas. D'accord. Eh bien, et on a les mêmes couleurs dans les bâtiments. Ben ça, j'ai trouvé ça assez astucieux, bien que bon, je ne suis pas un expert en wargame, mais je sais que dans les wargames, les lignes de vue sont très importantes. Eh bien, ici, la ligne de vue, la règle de la ligne de vue, elle est très simple. Hein, c'est dès lors qu'on a un personnage sur une case d'une couleur, et ben, sa ligne de vue va s'appliquer aux positions de la même couleur, tout simplement. Voilà. Donc voilà pour le plateau, donc un beau plateau, je trouve. Et donc, déjà, on voit que petit à petit, ça va se resserrer autour. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc on va regarder ça d'un peu plus près. On a des cartes. On a deux types de cartes en fait. Trois en fait, même. Je crois que je raconte n'importe quoi. Donc on a tout d'abord un deck ici de cartes actions. De cartes actions, c'est ce qu'on va se prendre au fur et à mesure de la partie, avec dessus soit des unités ennemies, Rifleman, soit des événements, Suppressive Fire. Donc il faut savoir que quand on aura ce type de carte indiquera quelle unité, en quelle quantité également, ennemi, donc unité ennemie, va arriver en jeu. D'accord, avec, on le verra tout à l'heure, mais avec sa valeur de défense, le nombre à placer, et ça c'est juste pour dire que ça appartient au deck numéro 4. Donc des unités, des événements, on en reparlera. Donc les unités, hein, on a des fusiliers, on a des mortiers, etc. Machine gunner, donc des attaques de lieux, etc., etc. Donc là on a un premier deck. C'est ce deck qui va vraiment donner le rythme du jeu, sachant que le but du jeu, hein, c'est pour survivre, il faut épuiser ce deck. À chaque tour, on va retourner 3 cartes de ce deck qu'on va résoudre une par une. Et donc le but, voilà, c'est d'arriver à épuiser le deck avant la fin, avant de mourir. On a un autre tas de cartes ici. Un autre tas de cartes dans lequel on a une carte ici qui est dédiée au jeu compétitif. Ouais, alors je ne l'ai pas spécifié, mais de base, c'est un jeu strictement solo, puisqu'on incarne les forces alliées. On doit résister à cette pression qui augmente. Il n'est pas prêt. Enfin, naturellement, c'est un jeu solo. Par contre, il y a une variante. D'habitude, on a une variante solo pour les jeux multijoueurs. Là, on a une variante compétitive pour laquelle on va utiliser cette carte-là, compétitive. Donc, j'ai pas joué en compétitif à ce jeu. Bon, donc évidemment, en compétitif, on a un joueur qui joue le rôle qui va jouer les alliés, et un autre joueur qui va jouer les Allemands. On a ensuite donc un deck Tactics qui lui est à utiliser, il est préconisé de l'intégrer au jeu. Une fois qu'on maîtrise bien les règles de base, c'est-à-dire sans utiliser justement ce deck-là. Donc pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. S'il y a une carte particulière dans ce deck-là, c'est celle-ci, que l'on doit écarter du jeu au début, on doit la mettre de côté. Et il me semble qu'il y a un événement ou une carte qui demande d'intégrer au deck la 142e infanterie, le 142e régiment d'infanterie, qui vient sauver
nos hommes dès lors qu'elle apparaît, puisque le jeu s'achève immédiatement. Voilà, donc ça, on va tout de suite le mettre de côté pour plus tard. Donc je garde le deck, on verra après comment on fait la mise en place. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Alors on a tout un tas de... Donc je vais d'abord commencer par ça. On a les DD classiques, DD6. Si je pense à faire une critique à la fin, point positif, négatif du jeu, à mes yeux, j'évoquerai ces dés, puisque on n'a que du D6. Alors, qualité, défaut, on verra, mais je trouve qu'à un moment donné, ça pose quelques limites, quelques inconvénients au jeu. Enfin, pas par le fruit du hasard, mais voilà, d'un point de vue plutôt statistique. Alors, on a des cubes ensuite, des petits cubes en bois de couleur. Je m'en suis pas servi dans les parties que j'ai faites. Bon, peut-être que si j'utilise, mais même dans le rulebook, c'est pas marqué. Peut-être que si on utilise les cartes tactiques, ces cubes interviennent, mais il me semble pas. Ça doit être juste pour remplacer certains marqueurs. Bon, on les met de côté. On a donc ensuite tout un tas de marqueurs justement en carton. Je vais commencer par cela. Donc on a des marqueurs carton qui repèrent les différentes unités. Pardon. Donc on a signalé au dos par cette icône les forces ennemies. Donc ici un scout par exemple. Donc scout, ou qu'est-ce qui est indiqué dessus? Donc on a son nom et sa valeur de défense. On y reviendra. Donc toutes ces unités, au début, on les met de côté. Donc on fait autant de tas qu'il y a de types d'unités différents, puisque au gré des événements, le jeu va demander de mettre en jeu justement tel ou tel type d'unité ennemie, un scout, un fusilier, etc. Donc là, je commence à mettre ça de côté. Je suis un peu hors champ là de la caméra. Bon, c'est pas grave. Là, je fais juste la mise en place et quand je ferai la partie, j'essaierai de faire en sorte que ces éléments soient un peu plus visibles. On a donc ensuite l'unité allemande de base la plus nombreuse, hein, les fusiliers, riflemen, que je vais laisser pour l'instant dans leur sachet. On a ensuite les Sturm. Bon, on renseignerait pour voir ce que ça veut dire. On a ensuite, hop là, pardon, des mortiers. Des mortiers, il me manque. Ah bah voilà. Des mitrailleuses, machine gunners, voilà. Donc ça, c'était pour les forces ennemies. Et ensuite, on a nos unités qu'il va falloir défendre. Alors j'enlève tout ça, je vais les mettre dans le carton. Donc, petite parenthèse avant de parler des unités, hein. Le rulebook, très bien fait. Son plus gros défaut étant sa langue, et bien évidemment. Non, mais sinon très bien fait, très explicite, très clair. Beaucoup d'exemples pour illustrer les cas de figure. Et pas hyper volumineux. On a 24 pages numérotées, mais la variante compétitive est expliquée. On a variante de difficulté, d'accord. Ending the game. Donc voilà, au niveau des règles en elles-mêmes, la 1, la 2, ouais, c'est à connaître, mais c'est pas des règles, c'est pas des points sur lesquels on revient pendant le jeu. Voilà, les règles, elles commencent vraiment à la page 5 pour aller jusqu'à la page 18-19 en gros, quoi. Et c'est hyper clair, hyper limpide, il n'y a pas 50 000 solutions. Voilà, donc
Vraiment, ça c'est un bon point pour ce jeu, un livret de règles vraiment bien détaillé, bien fait. On a ensuite des fiches d'aide qui rappellent certains détails, ici les attributs des défenseurs, puisque les unités peuvent présenter certaines caractéristiques représentées par une lettre. Ici l'inspiration, le moral bas, les officiers de la Wehrmacht, les renforts. Ensuite, on a des unités qui peuvent se sacrifier. Enfin, c'est la seule unité qui peut sacrifier, Gungle, d'ailleurs qui est mort dans... Ah mince, je vous ai spoilé la fin, mais il meurt à la fin de... Il se sacrifie à la fin de l'histoire. Voilà. Les capacités de tank, capacité de commandant aussi, qui n'est pas indiquée là. Voilà, et ensuite on a les cartes SS, avec pareil, tout un tas d'aide, de description, de rappel. Voilà. Et les actions, action initiale, attaque, suppresse, etc., qui rappellent un peu toutes les possibilités. Voilà. Donc ça aussi c'est pas mal fait, même si franchement le rulebook se suffit à lui-même, pas besoin de ces fiches d'aide en fait. Surtout, je dirais, surtout quand on a la chance d'avoir en plus la règle en VF. C'est une excellente traduction de je ne sais plus quel joueur qui a passé du temps là-dessus, et je suis désolé, j'oublie ton nom, mais moi d'ailleurs j'ai acheté ce jeu après avoir vu que les règles existaient et après avoir vu la traduction, la vidéo, pardon, Sébastien Hérault. Voilà, donc Sébastien Hérault, merci pour cette trad et pour tes vidéos, puisque comme je le disais, j'ai franchi le cap d'acheter ce jeu après avoir constaté l'existence de la VF, de la règle en VF, et après avoir vu les vidéos de Sébastien Hérault qui expliquent très bien aussi comment se joue Castle Eater. Voilà, donc vraiment super bien fait. Donc ça, je vais le garder sous le coude. Et donc on a nos unités qui elles sont recto verso. Donc elles ont donc sur leur face, on a le nom, la photo du héros, avec des caractéristiques d'attaque à gauche. Hop là. Donc caractéristiques d'attaque en haut à gauche, de suppression en haut à droite, un attribut particulier, donc ici Schrader, c'est un commandant, il est TSS, ok. Et au dos, on a la même chose, mais en grisé, et exhausted, c'est-à-dire c'est quand il est épuisé, quand il a été utilisé. Voilà, ça on y reviendra. Donc on a tout un tas d'unités comme ça, du Rifleman classique, mais après que des personnes qui ont été vraiment, qui ont participé à cette aventure de Castle Eater à l'époque, avec Clémenceau notamment, etc. Voilà. Donc toutes ces unités sont, ou presque, parce que les Riflemen sont identiques. Il n'y en a pas 50 d'ailleurs, mais voilà, Rifleman, voilà. Eux, ils sont tous pareils, on va dire, c'est un peu, entre guillemets, le soldat de base, la chair à canon. Mais tous les autres sont des personnes ayant réellement existé et ayant participé à cet épisode de la Seconde Guerre mondiale qui est Castle Eater. Voilà. Alors, donc ça c'était pour les unités qu'on va devoir placer à un moment ou à un autre. On a ensuite des marqueurs, plusieurs types de marqueurs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de marqueur intéressant? Certains vont être placés dès le début. Et là, je vais tout de suite regarder la règle pour les avoir sous les yeux et vous le dire en même temps. Mais on a des jetons de valeur de défense que dès le début, on va devoir placer sur les plus grandes valeurs de chaque bâtiment. Donc, pour dire qu'au début, ces bâtiments, donc la terrasse nord, Great Hall, Keep, etc., ont une valeur de défense de 6. Donc ça, on peut déjà commencer par ça. Donc indiquer la valeur de départ de défense de tous ces lieux. De mémoire, il y en a 6. Donc
terrasse sud. Hop, on va les mettre dans le bon sens, c'est mieux, c'est plus joli. Hop. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme jetons? On a les étoiles ici. Ce sont les jetons d'action. Puisqu'il faut savoir que dans notre tour, on va avoir le droit d'effectuer 5 actions. 5 actions, sachant que toute personne, tout personnage jouant, réalisant une action dans un tour, tout personnage réalisant une action dans un tour ne peut en réaliser qu'une seule. Donc vous avez bien compris que ces 5 marqueurs, voilà le 5e, ces 5 marqueurs actions servent à indiquer qu'un personnage a effectué son action. Donc non seulement il aura effectué son action, mais en plus, la plupart du temps, il sera épuisé, donc retourné. Donc il va falloir gérer aussi ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des jetons de commandement, voilà, qui servent à indiquer le fait qu'un ordre de commandement a été utilisé. On y reviendra peut-être si on l'utilise. On a des jetons désorganisés. Donc désorganisé, ça fait souvent suite à une attaque de l'ennemi. On a un jeton particulier qui est le jeton de rechargement du canon ici de 76 mm, qui ne peut être utilisé que s'il est rechargé, sachant que dès qu'on tire un coup avec, il est aussitôt déchargé. Donc là aussi, c'est pas évident, c'est un peu chaud. Des jetons de suppression, dont je vous parlerai de cette règle-là lorsque le moment sera venu. Alors voilà. Ensuite, au niveau de la mise en place, donc comment ça se passe? Donc premièrement, on place le plateau de jeu. Ok. Ensuite, on met nos 6 jetons de défense, comme je vous l'ai indiqué. Ok. Ensuite, les jetons, les pions des défenseurs, donc nos personnages, on va devoir les placer près du plateau de jeu. Je les mettrai après parce que en fait, les autres, on va en placer quelques-uns dès le départ. Certains vont être écartés et les autres, on va pouvoir les mettre en jeu au fur et à mesure. Donc, les pions défenseurs, pardon, on va les mettre de côté. Mais d'ores et déjà, les renforts, donc tous les persos avec l'attribut renfort R, il y en a 3. R. Où il est le troisième? Il se cache, il veut pas aller au combat. Tac, je cherche dans la boîte. Voilà. Donc Linson, Wegshader et Walt, eux, sont des renforts qu'on met dès le début de côté. Donc je vais les mettre là-haut. On les met de côté. Ils interviendront peut-être plus tard dans le jeu. Et enfin, mais je n'ai pas sorti encore tous les autres, mais on a donc nos 5 prisonniers français qui démarrent le jeu en prison. Donc, eux, ils démarrent le jeu en prison. Et tous les autres, on va les mettre de côté. Et en fait, la partie commencera. Donc, il y en a 20, il me semble. Hein. Tous les autres commencent la partie hors jeu. Et les 4 premiers tours de jeu consistent quasiment à les faire entrer un par un, leur faire une action, donc souvent tirer, avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. On ne peut pas faire d'autres actions, notamment avec les prisonniers ou avec les renforts. On ne peut pas faire d'autres actions que faire entrer et faire utiliser et faire une action à ces personnages-là. Voilà, donc ceux-là pour l'instant je vais les mettre de côté. On y reviendra. Donc première chose. Ensuite, donc on trie les pions SS. C'est ce que j'ai fait sur le côté. Donc pour l'instant, on va faire un petit... Voilà. Voilà où on en est. Hein.
Donc on a les prisonniers à gauche, on les oublie pour l'instant. On trie les pions SS. Et on doit ensuite placer un pion fusillé. Donc les fusillés, ce sont les riflemen. On va placer un pion fusillé sur chacun des points d'entrée numérotés donc, que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on est déjà, dès le début du jeu, on est déjà bien encerclé. De loin, pour l'instant, mais quand même, là, pour se barrer, ça va être compliqué. Voilà, donc pour l'instant, 11 riflemen, 11 fusillés, prêts à approcher, prêts à venir nous canarder, ou nous emprisonner. Quel sort nous aurait-il réservé? Voilà, donc ensuite, les cartes SS. Donc. Les cartes SS, on nous dit dans le rulebook de n'utiliser uniquement la carte spéciale Storm du deck 1 marquée compétitif, donc que pour la variante compétitive, pardon. Sinon on la retire. Ensuite on doit trier les cartes SS avec le numéro qu'on a en bas. Donc vous voyez ici on a le numéro 4. Donc on prend toutes les cartes 4, on va les séparer. Donc ici j'ai toutes les 4. Et après on pourra faire, je vous expliquerai comment on fait le deck, hein, ça va pas être très compliqué. Tac, ok. Donc ici on a le deck numéro 2. Voilà, et alors je vérifie parce que... Voilà. Donc, trier les cartes SS grâce au numéro sur le rétro de chaque carte, mélanger chaque paquet de cartes séparément, et on empile, comme vous pouvez vous en douter. On va prendre le deck numéro 4, on va le mélanger. Voilà, il sera en dessous. Par-dessus, on va mettre le deck numéro 3. Puis le 2. Et enfin, le 1 par-dessus. Voilà, et là, notre deck SS est constitué. Et on va pouvoir piocher à chaque tour 3 cartes. Donc on nous dit ensuite de placer la fameuse carte du 142e régiment d'infanterie près du plateau. Il se peut qu'on vous demande de la mélanger dans le paquet SS. Voilà, et donc les cartes tactiques, on nous demande de ne pas, on nous conseille de ne pas les utiliser pour l'instant, dans les premières parties. Donc on ne va pas s'en servir pour aujourd'hui. Donc voilà, le jeu est en place. Comme vous le voyez, c'est assez rapide à mettre en place. Donc ce que je vous propose, c'est d'en rester là déjà pour cette partie mise en place. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour les règles. Donc pour les règles de base qui sont très simples. Et j'enchaînerai avec une partie de démo. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu pour l'instant et que vous serez nombreux à regarder cette vidéo cette partie de démonstration. À très bientôt. Salut, salut.